Bonjour les amis, bienvenue sur C17 pour une petite découverte comme à l'accoutumée. De toute façon, on ne peut pas ouvrir cette antenne sans immédiatement tomber sur des perles. On est aux portes de La Rochelle, on est même à la sortie de La Rochelle, direction Niort. Et regardez sur votre gauche quand vous quittez La Rochelle, il y a deux beaux domaines dont un qui est phare. Il est à lui seul toute une partie de l'histoire du cognac. C'est le cognac normandin ici à La Rochelle. On pensait que le cognac c'était qu'à Cognac. Eh bien non les amis, depuis 5 générations, il y a du cognac à La Rochelle. Un certain nombre de maisons. Et la maison Normandin Mercier, dont vous êtes alors les légataires, vous êtes la 5e génération. Édouard, bonjour. Bonjour. Bon, et puis Audrey, bonjour. Bonjour. Alors dites les amis, ça commence par un magnifique pavillon qui n'avait strictement rien à voir avec le cognac. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Mais regardez, quand on arrive chez soi, vous avez grandi dans cet univers, Audrey? Oui, oui, tous les deux, oui, c'est notre maison d'enfance et on a toujours vécu là, oui. Oui. Dites donc, on est un enfant différent quand on est dans un univers comme ça, avec un beau bois derrière, que quand on habite, je sais pas, rue du Cordouan, tout serré comme ça dans la vieille ville de La Rochelle. On a bien conscience qu'on a beaucoup de chance et c'est certain, mais on en est conscient, mais c'est un vrai bonheur que de travailler dans ce cadre et de garder ce patrimoine et ce domaine familial, c'est vrai. Alors, le cognac ici, c'était une grande tradition jusqu'au moment du phylloxéra. Un Normandin arrive de Cognac, planter un drapeau ici, et puis comme tout le monde, alors il fait de bonnes affaires, mais il y a le phylloxéra. Quand est-ce que ça commence et pourquoi vous arrivez à La Rochelle? Vous auriez pu rester à Cognac. Alors le phylloxéra débute à peu près vers les années 1870 et donc effectivement touche la région, mais le phylloxéra se répand dans le monde entier, jusqu'en Australie. Et puis pourquoi Jules vient s'établir à La Rochelle? Donc Jules, c'est lui qui démarre tout. Exactement, c'est l'ancêtre, c'est notre ancêtre, c'est notre arrière-arrière-grand-père. Ouais. Et Jules décide de venir s'établir à La Rochelle parce que il est intéressé, si vous voulez, par ce climat océanique qui a vraiment une influence, une incidence sur le vieillissement, sur la maturation des eaux de vie. Ouais. Et d'autre part, c'est un choix stratégique puisqu'il se rapproche du port de La Rochelle et c'est infiniment pratique pour exporter et pour expédier ses eaux de vie. Alors, il n'y a plus de raisin ici. Quand on fouille autour, on dit on va courir dans les vignes. Oh bon, non, on est frustré. Il n'y a pas de vignes chez Normandin Mercier. Mais si, il y en a, mais elles sont à Cognac. Donc, oui. Le terroir, c'est là-bas. Oui. Mais par contre, tout le travail du cognac, à proximité de l'Atlantique et des vertus que vous évoquiez, c'est ici. Tout à fait, tout à fait. Ici, au domaine, en fait, mon frère, donc, Édouard Normandin, qui est maître de chai, va assembler, travailler ses eaux de vie. Et tout cognac, notre plus jeune cognac qui est ici au domaine, a au minimum 7 ans, vieilli 7 ans en fût de chêne. Voilà. Alors, je vous propose qu'on avance. Édouard, alors ici, quand je disais la maison n'a pas été construite pour porter du cognac, elle a d'abord été construite pour des chasseurs. C'était un relais de chasse, on est en 1872 quand l'ancêtre achète. Oui, mais là, le relais de chasse, c'est bien avant. C'était, je crois que c'est des traces qui remontent au 17e, donc on est bien avant. Mais donc la question était... Alors donc quand il achète l'aïeul, il achète un relais de chasse puisque du coup, oui, sous l'époque de François Ier, on venait chasser ici. Donc il y avait la belle bâtisse centrale derrière, puis c'était tout. C'était tout petit, oui, tout à fait. Alors c'est pas lui, notre ancêtre, il a construit uniquement les chais. Donc il y a eu comme la plupart des propriétés, il y a eu plusieurs différents propriétaires qui ont fait chacun œuvre dans la propriété pour l'aménager et faire des extensions. Donc les ailes ont été construites bien avant que notre ancêtre arrive. Ouais. Et Jules, lui, pour son activité cognac, a fait le bâtiment Le Chai. Voilà, dans lequel on va se rendre tout à l'heure. Donc voilà, là on est dans la belle cour latérale. Alors donc vous avez les amis sur notre droite les ailes anciennes et puis ce que filmait à l'instant Jean-Michel, les chais. Tout le cognac qui est produit là-bas sur la région de Cognac, sur vos vignobles, est rapatrié ici pour être travaillé ici. C'est ça, la totalité, oui. Tout à fait. Bon, on va aller voir ce que c'est que ce travail et puis alors, on finira tout à l'heure dans la boutique. Dites, je regarde là, alors il est joli ce corps de logis là, il inspire les plaisirs de la chasse, etc. Se retrouver le soir. Et puis là-bas je vois un truc, qu'est-ce que c'est un poulailler? Un colombier, pour les colombes. Ouais. Alors c'était pour conférer un caractère chic à l'ensemble ou... Oui, effectivement, c'était vraiment ça. Donc il y avait le colombier ici et le pigeonnier qui est là dans le coin. Voilà, et des petits trésors architecturaux à l'intérieur du bâtiment et de la cour. Maintenant, d'autres trésors, les trésors du cognac, direction le fin du fin, le Graal du Graal, direction les chais. On s'y retrouve dans quelques instants. Vous êtes prêts? C'est magique, c'est comme ma sorcière bien-aimée. On se coule le nez. Chop.
Et hop! Voyez-vous, c'est comme vous avez dit, c'est magique. Nous voilà arrivés ici, dans le fin du fin, le chai. Alors, de dehors, on ne soupçonne pas ça une seconde, mais ici s'accumulent des trésors, et puis des trésors de l'histoire, puisque un cognac, ça ne se fait pas en 24 heures. Donc Audrey, merci, Édouard, merci, au cœur des chais normandins. D'abord, on le disait, on est ici à La Rochelle, vous préparez le cognac ici et l'expédiez, mais dans quelle zone où sont vos vignobles? En fait, donc dans le cognac, si vous voulez... Je vais me mettre près de vous, comme ça Michel pourra filmer. Bon, je allez-y. Le terroir est divisé en 6 crus, hein, on voit 6 couleurs différentes. Ouais. Nous, on ne travaille, c'est pas parce qu'on est situé à La Rochelle géographiquement qu'on travaille du cognac de l'eau de vie originaire des bois ordinaires. Ouais. Absolument pas. Vous voyez, La Rochelle est sur le cru des bois ordinaires. Nous, on ne travaille que des eaux de vie issues de grandes et de petites champagnes. C'est pour ça que nous ne commercialisons que des cognacs de grandes et de petites et de fines champagnes, puisque la fine champagne, c'est l'assemblage de la grande et de la petite. D'excellent niveau, d'excellente qualité. Ah oui, bien sûr. De toute façon, on est vraiment spécialisés, nous, dans le haut de gamme. Ouais. Et la fine champagne que nous vendons, elle a 15 ans d'âge. Alors, c'est quoi le raisin là que vous faites pousser? C'est pas du chasselas? Alors, c'est de l'uni blanc et de la folle blanche. Ouais. Il existe différents cépages. Avant, le phylloxéra, c'était de la folle blanche. Ouais. Et désormais, on travaille beaucoup avec l'uni blanc, même si on continue de travailler avec de la folle blanche. Bon, à partir de là, au moment où... Oui. Donc, à partir de là, si vous voulez, donc fin septembre, début octobre, enfin de plus en plus tôt avec le réchauffement climatique, eh bien, c'est le moment des vendanges. Donc, notre raisin, on le récolte. Ouais. On va le presser et on va avoir un jus de raisin. Ce jus de raisin va fermenter très rapidement. En 3-5 jours, ce jus de raisin devient du vin. Oui. Et c'est un vin qu'on va avoir, il va faire à peu près 9-10 degrés d'alcool, qui est assez faible en volume d'alcool pur. Et c'est ce vin blanc qu'on va distiller, qu'on va mettre dans l'alambic charentais pour le brûler. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, expliquez aux enfants la distillation. Allez, vous mettez comme la maîtresse d'école devant le tableau, puis vous nous dites... Alors, let's speak in English. Non, alors, donc, je suis désolée, c'est en anglais. Donc, l'alambic, on insère le vin dans la chaudière, qu'on appelle la cucurbite. On chauffe. Auparavant, on chauffait avec du bois. Maintenant, on chauffe avec du gaz. C'est beaucoup plus pratique pour le réglage, pour la température. On met le vin dans la chaudière. Comme on chauffe, évidemment, le vin chauffe, il y a des vapeurs d'alcool qui s'élèvent. Qui s'élèvent à travers cette partie qu'on appelle le col de cygne. Pardon, excusez-moi, dans l'oignon, le col de cygne, traverse cette partie qu'on appelle le réchauffe-vin, et puis arrive dans cette partie qui est un réfrigérant qui s'appelle la pipe. Il faut savoir que la pipe, c'est plein d'eau froide. Quand les vapeurs arrivent brûlantes, évidemment, au contact de l'eau, elles se condensent. Et on a un premier distillat qui s'appelle le brouillis. Voilà. Alors le vin, quand on l'a mis dans l'alambic, il titrait 9-10 degrés d'alcool. Le brouillis titre 30-32 degrés d'alcool. Et donc, si on le refait passer 2 fois, parce qu'on peut faire 2 fois la manip? La distillation charentaise, c'est une double chauffe. Donc il va y avoir une seconde passe. Donc ce brouillis, exactement le même procédé. On met dans la cucurbite, les vapeurs s'élèvent à travers l'oignon, le col de cygne, le réchauffe-vin, et cette fois-ci, c'est de l'eau de vie qui fait 70-72 degrés d'alcool. Écoutez, Audrey, quand on vous entend comme ça, vos parents ne doivent pas regretter de vous avoir laissé la maison, là, parce que qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre que de partager cette poésie? Fan de cognac, faut le dire, je pense que j'aime beaucoup ça. Alors, Édouard, approchez-moi, parce que du coup, Jean-Michel s'est vite positionné. Ça, c'est vachement intéressant. C'est l'histoire du cognac au travers le temps, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas vu ce qu'il y a dans l'alambic, mais c'est plutôt de cette couleur-là. Et puis, alors, à l'arrivée sur nos tables, au bout de 160 ans, ça peut avoir celle-là. Ça peut. Alors, l'objectif n'étant pas d'avoir un cognac très foncé. Hein, il faut surtout, c'est plus les arômes et la robe, et surtout qui va donner la qualité du cognac. Mais ici, on a vraiment la représentation de notre travail. C'est-à-dire qu'on part d'une eau de vie incolore, sortie d'alambic, pour arriver à un cognac produit fini qui va être assemblé, vieilli, travaillé, aéré pendant tout son vieillissement. Là, on est beaucoup de degrés, là? Ah oui, là, on est plein degrés, 72. 72 degrés. Après, ça va se colorer et prendre du goût, vraisemblablement à partir des fûts dans lesquels ça séjourne. Alors, prendre du goût, de toute façon, le goût, il l'a déjà. Ouais. Le seul goût qu'on rajoute, c'est les notes boisées. Hein. Donc, on a bien entendu une eau de vie de raisin est très fruitée. Il y a ces notes particulières de fleurs blanches. On a aussi des notes un petit peu je cherche mes mots,
fleur Rouge de violette, enfin des Oui, choses qui sont oui, très voilà, c'est marrant parce que et donc voilà. Donc après je vous disais les tanins qu'on apporte, donc cette coloration, c'est le bois, c'est Ouais. le bois qui l'apporte et c'est la seule et ça apporte toutes les notes empyromatiques, les notes du boisé, le côté un petit peu épices, pain grillé et tout ce qui est un peu de ce côté et aussi la vanilline puisque le côté vanillé vient du chêne. Voilà. Écoutez, alors là, la famille Normandin, vous avez entendu maintenant le frère Édouard en parler, mais il ne pouvait pas faire autre chose que de reprendre lui aussi la maison. On va maintenant descendre la cathédrale de tonneaux, de fûts, je ne sais pas comment ça s'appelle, tellement c'est beau. Là, on est combien de temps après ça? Là, on Celui-là a plus de 70 ans. Ouais. Plus de 70 ans. Ouais. Un bon cognac sérieux, qui a de l'allure pour des gens comme vous qui fêtent dans l'excellence, c'est pas moins de quel âge? Ouais, je dirais qu'à partir de 15 ans, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Bon, bah, les amis, prenez patience, mais attelez-vous-y tout de suite. Hein. Bien, et on va, Jean-Michel, vous allez, les amis, suivre ça. Pour ceux qui disent, bon, il n'y a pas de cognac à La Rochelle, ben, vous allez voir des chais comme ça aux portes de la ville. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, amis internautes, tout au fond, nous allons tendre vers ces lumières au fond. Alors, là, c'est quoi? C'est plein, c'est vide, et c'est quel type de vin? Tous ces fûts sont pleins, hein, c'est le stock de la maison, c'est l'héritage, le trésor de la famille. On a des cognacs ici de 1880 jusqu'à aujourd'hui. C'est là où on se rend compte du travail intergénérationnel de notre activité. C'est vraiment, nous, un savoir-faire que l'on va... bien entendu, qu'on a hérité et que l'on va mettre en avant pour pouvoir valoriser ces produits. Tout le trésor normandin Mercier, c'est combien d'hectos? C'est combien d'hectos? Alors, nous, dans le métier, on parle d'alcool pur. Ici, on a 750 hectos d'alcool pur. Voilà. Quand on dit Édouard Normandin Mercier, c'était un actionnaire ou pas vraiment, ou plus que ça? En plus, c'est un financier. En fait, Ouais. Mercier, c'était lorsque Jules Normandin a commencé son activité, il s'est marié avec Justine Mercier. Ouais. Et donc, sa belle famille l'a aidé financièrement à créer son activité. Et donc, de là, bien entendu, il a apposé le nom de son épouse, son jeune fille. Et donc, ça a donné la maison de Normandin Mercier. Voilà. Le tandem a été détonnant, puisque du coup, à tous les deux, ils ont pu hisser votre maison à un rang important. Ouais. Comme beaucoup, vous êtes beaucoup, on verra la boutique, à l'exportation. Il y a des maisons, elles exportent jusqu'à 98% de la fabrication de cognac, ça part à l'international. Vous êtes dans ces eaux-là? Alors nous, comme on est plus petit, on exporte moins. En fait, généralement, c'est proportionnel à la taille des structures. Oui. Et donc, on fait 80% d'export quand même. Bon. Vous exportez plutôt sur la Chine, plutôt sur les États-Unis ou partout? Partout, on aimerait bien. Et du golf, ils boivent pas, les gars. Ben si, c'est un marché intéressant, mais on n'y est pas. Non, on travaille beaucoup avec les États-Unis, les pays nordiques, Ouais. la Russie et la Chine. On va aller à la boutique, on va finir sur la boutique. Juste avant, les amis, qu'on quitte, par contre, cette cathédrale du bon goût, ici, il est fermé à clé, ça s'appelle le Paradis. Qu'est-ce que c'est que cette petite salle précieuse, une salle de prière? Alors cette salle s'appelle le Paradis. Le Paradis, c'est le lieu où on rassemble toutes les plus vieilles eaux de vie des maisons de cognac. Donc vous voyez, ici sommeillent les très vieux cognacs. Les vieux cognacs, on les conserve en bonbonne ou en dame Jeanne. Ce sont ces contenants en verre qui sont hermétiques et qui permettent de stopper l'évaporation et la dégradation. Donc Oui. on a vraiment une conservation parfaite. Vous avez tous les deux, chacun une bouteille de votre naissance? Écoutez, oui, alors justement, plus qu'une bouteille, et moi je suis assez fière parce que la qualité, moi mon année c'est 1976, Ouais. et justement c'est une bouteille qui en une carafe qui en ce moment qui a beaucoup de succès puisqu'elle a eu on peut parler d'affinage, elle a séjourné dans l'océan, en mer d'Iroise. Alors, Et on va donc- reparler de ça parce que du coup, vous venez d'inventer des choses qui vous mettent en avant en ce moment. Le Alors, cognac ça, et l'océan. Mais Édouard qui est toujours très curieux. Et on va voir ça, Édouard, à la boutique dans quelques instants. Et vous nous direz ce que c'est. Pourquoi c'est tout noir comme ça là? Parce qu'on me parle de champignons, il y en a partout. Et puis la part des anges, vous nous direz ce qu'est la part des anges. Mais direction la boutique, attention, comme tout à l'heure, c'est magique. Ma sorcière bien-aimée, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Top! À tout de suite. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, un petit claquement de doigts, c'est magique chez Normandin Mercier. Et puis les choses, voilà, on vient de quitter les chais. J'avais dit que je vous demanderais, dès qu'on approche d'un chai, ou que ce soit d'ailleurs, il est noir, il est teinté, on dit que c'est un champignon, qui me dit?
Oui, c'est le Torula cognacensis. C'est un champignon qui se nourrit des vapeurs d'alcool, qui est caractéristique des lieux de stockage d'alcool. Donc on le retrouve partout où il y a ce stockage de spiritueux, que ce soit chez le cognac, chez l'Armagnac, chez le whisky de Calvados, de Rome. Il est incontournable et il est présent. S'il n'y en a pas, c'est pas bon signe. Ah, c'est pas bon signe. Ah, bah, vous voyez, les gens qui disent toujours, regarde, c'est noir, c'est mal nettoyé. Deuxième chose, mais peut-être c'est vous qui allez nous le dire, Audrey, la part des anges. On aime bien dire ça. Les Québécois, quand ils viennent, ils veulent apprendre la part des anges. Qu'est-ce que c'est la part des anges? Eh bien justement, la part des anges, c'est cette évaporation, parce que entre le moment où il y a la distillation et le moment où on a une bouteille de cognac, eh bien, il y a eu cette évaporation et ça représente beaucoup de pertes pour une maison de cognac. Et nous, on a à peu près 4% de nos stocks de cette eau de vie qui part dans les airs et ça s'appelle joliment, c'est poétique, la part des anges. Et ces vapeurs, elles vont se poser justement, c'est ce champignon, le Torula cognacensis, qui se nourrit de ces vapeurs d'alcool, de cette part des anges. Alors dites donc, tout ça est possible ici, à La Rochelle, alors que quand même les racines, j'allais dire, de vos vignes, elles sont du côté de Cognac, du côté de Châteauneuf. Voilà, Jules, les amis, vous n'aviez pas vu, voilà Jules Normandin qui vient ici en 1872 jeter l'encre pour rapprocher le cognac de l'océan. Donc on rappelle les vertus de l'océan et on va voir une bouteille, parce que vous venez de vous faire remarquer récemment, avec une histoire du cognac et de la mer qui nous parle. Alors, oui, en effet, on a repêché donc, du parc national de l'Iroise, donc au large du Finistère. On avait immergé quelques flacons de très bon cognac Petit Champagne 1976. Comme si un galion s'était échoué avec sa cargaison de bon alcool au fond. De la même manière, sauf qu'on était précautionneux parce qu'il a fallu qu'on soit sûr que l'étanchéité soit bien faite, parce que mine de rien, la pression au fond de l'océan, c'est quand même important. Donc on était à 20 mètres de profondeur, donc c'est-à-dire 3 atmosphères. Donc il fallait bien on voulait que notre cognac ne soit pas détrempé et perturbé par l'océan. Alors on va approcher là, parce que vous avez une vitrine, vous en avez une de ces bouteilles que vous avez immergées. On peut commercialiser, c'est quoi l'intention en l'immergeant pour la commercialiser après? Il va être comment? Il va sentir, je sais pas, les algues, il va... Alors c'est sûr qu'en effet, qu'on a réceptionné nos bouteilles, les cartons étaient détrempés et il y avait quand même une odeur de marais qui se dégageait de ces cartons. Puisque si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des petits crustacés, des petits crabes, il y a au milieu des concrétions et des algues, plein d'animaux marins qui ont migré dessus. Combien de temps vous les avez laissés émerger au fond de l'océan? 14 mois. 14 mois. Plus, après, c'est préjudiciable? Plus, ça ne présente pas d'intérêt, étant donné qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, et puis qu'elles sont, vous voyez, relativement bien ouvragées et couvertes. Donc une fois que la bouteille est bien décorée, nous, ça nous convient. Bon, les amis, écoutez, pour Noël, si vous avez envie de faire des surprises, vous pouvez offrir une bouteille comme ça en mentant un peu. Vous dites juste qu'elle sort d'un galion, vous ne mentiriez pas complètement. En tout cas, elle sortira de l'océan. Juste avant qu'on se sépare, je vous propose qu'on aille devant l'alambic et puis que vous nous disiez un petit mot sur la façon de choisir son cognac à la veille des fêtes. Puis, parce que je vois que vous avez chacun un verre, mais il paraît que je vais en avoir un. Vous allez nous dire comment on fait, on déguste. En tout cas, vous êtes, Édouard, vous, dans la chaîne des grands maîtres de chais de la région du Cognac, puisque vous aviez là une réunion avec l'ensemble des grands chefs, des grands maîtres, et c'est dire votre degré professionnel. Alors dites-nous, comment faut-il en direct vérifier que c'est pas du cognac de contrebande moyen? Alors déjà un cognac, moi je dis il existe plusieurs modes de consommation d'un cognac. Pendant très longtemps, on a voulu cantonner le cognac au digestif, ce qui pour moi est vraiment dommage parce que les moments où on va sentir le plus les arômes du cognac, parce que c'est vraiment un spiritueux d'une richesse incroyable, c'est justement avant le repas où on a les papilles en alerte et où on va pouvoir sentir pleinement cette diversité, cette richesse incroyable. Donc moi, le cognac, je l'apprécie aussi en apéritif. Et après, donc à l'apéritif, je vais plutôt prendre un cognac plus jeune ou même un cognac en cocktail, c'est pas une hérésie. Et puis en fin de repas, en digestif, effectivement, un bon cognac, un plus vieux cognac que je vais apprécier tranquillement ou même religieusement. Mais donc la dégustation, ça se passe à l'œil, Denis. Audrey, on dit qu'il faut, pour faire remonter toutes les saveurs, il faut le chauffer. Il faut le tenir dans sa main. Alors on chauffe pas, on le tient, on le sert pas. Normalement, un cognac, vous ne l'avez pas au fond du jardin, elle est dans la cuisine, dans la salle à manger. Non, mais
dans la chambre, si vous voulez. En tous les cas, à température ambiante, donc nul besoin de réchauffer. S'il est dans une pièce où il fait naturellement bon, c'est pas la peine. Voilà, alors si vous avez là un ami pendant les fêtes, là, ça veut dire qu'il pipote, hein, s'il vous raconte des trucs comme ça. Là, il fait un peu frais, Voilà. nous. Mais Alors après, ensuite, en 30 secondes, jusqu'au moment où on déguste. Alors, certains cognacs mettent un peu plus de temps à s'ouvrir ou pas, celui-ci non. Alors là, on a, nous, une grande champagne rare, c'est un cognac de plus de 50 ans d'âge. Donc, voilà. Donc ça, Pendant ce temps-là, Jean-Michel remue sa caméra en disant « et moi, et moi ». Alors, il faut conduire après la camionnette. Ça, c'est un pur bonheur. Mais la dégustation, je dis souvent aux gens qui viennent nous voir parce qu'on fait des visites tout au long de l'année et on a grand plaisir à partager notre passion. Mais la dégustation, le plaisir, ça passe par l'œil et par le nez. Bien souvent, les gens... non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais bien souvent... Le Covid n'a qu'à bien se tenir si c'est par le nez. Hein. Non, on a pas... Mais souvent, les gens apprécient en bouche et oublient de sentir tout le bonheur qu'on peut... Donc, et alors après, Audrey, donc ça colle pas, ça traîne pas. Regardez, ça pleure. Ouais. On voit bien sur les parois du verre. Et puis après, quand on a vraiment senti, nous, quand on a fait nos séances de travail et qu'on est satisfait sur ce qu'on voulait souhaiter trouver, ou voilà, on va goûter. Par contre, si vous voulez, si on goûte, on perd le nez. Donc, quelquefois, on va passer longtemps, on va prendre du temps. Ça peut prendre combien de temps au maximum, là, entre le moment où vous l'avez en main et le moment où vous le buvez? Parce qu'il y a des gens qui sont très impatients. En particulier nos auditeurs qui disent, bon, quand est-ce qu'ils raccrochent qu'on puisse aller ouvrir notre petit placard à cognac? Combien de temps le plus? Allez. Combien de temps? Je sais pas, je dirais au maximum une dizaine de minutes pour que... Moi, plus que ça. Oui, après on a des premiers nez qui sont souvent expressifs. Après, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est avant la dégustation, comme me disait ma sœur, c'est que c'est important de sentir le fond de verre. C'est-à-dire que quand on sent un verre vide qui a contenu du cognac avant de goûter. Donc ça, c'est une deuxième étape. Bon, bah, c'est comme l'amour, hein, les amis. C'est chacun qui décide du temps qu'il y met et de l'énergie qu'il dispense. Voilà. Moi, j'ai un petit cadeau quand même, Denis. Oui. Je voulais vous offrir ce petit flacon. Oui. Voilà, ça c'est l'héritage de Jules. C'est une petite fiole de très vieille grande champagne. C'est une cognac de plus de 150 ans. Vous allez voir, c'est juste une merveille. C'est adorable. Je vous remercie. En tout cas, les amis, 45 000 abonnés vous êtes. Avec les 45 000 abonnés, nous le partagerons, parce qu'on a le sens du partage sur C17. Voilà, merci à la Maison Normand-Mercier, qui est une des maisons de cognac ici à La Rochelle, qui confère à La Rochelle son caractère cognac de nous avoir reçus. Vous êtes ouverts? C'est ouvert la visite? Oui, complètement. La visite, on attend un peu, vers le 19 décembre, on attend un peu. En tout cas, normalement, le domaine est ouvert tout au long de l'année, en dehors du Covid, tous les jours. Et donc, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Voilà, avant d'arriver à La Rochelle, venant de Niort, sur Beaulieu, vous tournez sur la droite. Et voilà. À bientôt les amis. Merci encore. Hein. Oh, encore un bel endroit. Regardez voir.